Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette séance qui est en fait, vous savez, la première séance de notre nouvelle thématique de recherche pour notre séminaire principal ou transversal du Prospero. Thématique sur laquelle nous nous étions donc accordés à la fin de l'année académique dernière, à savoir, je vous rappelle le titre, penser au présent, penser en contexte, contextualisation, contemporanéité et historicité. Et pour cette première séance, pour démarrer donc cette nouvelle recherche, nous avons le plaisir de recevoir Louis Carré. Alors Louis, que beaucoup parmi vous le connaissent bien, mais je vais quand même le présenter bien sûr. Louis est docteur en philosophie de l'ULB et aujourd'hui chercheur qualifié FNRS pour l'Université de Namur, où il enseigne notamment dans le cadre du master de spécialisation en philosophie et théorie politique. Il co-dirige également à l'Université de Namur, avec Sébastien Laoureux, le Centre Arcadie Anthropocène Histoire Utopie, après avoir été d'ailleurs un des piliers de notre ARC commun à Saint-Louis-Namur sur les philosophies critiques de l'avenir. À l'origine spécialiste de Hegel, et il préside d'ailleurs le groupe de contact FNRS Recherche sur la philosophie de Hegel, Louis est aujourd'hui très investi dans le champ de la philosophie politique et sociale. Parmi ses publications, il faut mentionner, outre de très nombreux articles, une monographie consacrée à Axel Honneth chez Michalon, puis des ouvrages collectifs, Donner, reconnaître, dominer, 3 modèles en philosophie sociale avec Alain Lout aux presses du Septentrion, Utopie et quotidien autour de Pierre Bacheret, qu'il avait dirigé avec Sébastien Laoureux et Peggy Havé, qui a été publié ici même aux presses de l'Université Saint-Louis, ou encore Philosophie allemande de l'histoire avec Guillaume Fagnier et Quentin Landen au Cercle herméneutique. Puis il a aussi co-dirigé des numéros de revue sur Karl Mannheim dans Fantasia avec Sébastien Laoureux, ou également un numéro de Tumulte dirigé avec Thomas Berns et qui était consacré au nom du peuple. Et aujourd'hui, eh bien, Louis va nous parler de la critique postcoloniale du déni de contemporanité et je lui cède la parole en le remerciant encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Voilà Louis, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Isabelle pour cette invitation. Je suis très honoré, puis c'est un vrai plaisir de retrouver le Centre Prospero, tout particulièrement dans cette salle où effectivement il y a quelques années, et aussi dans ça, on a pu avoir une très belle discussion et notamment, je pense, un séminaire je ne sais plus quelle année c'était, sur le concept d'histoire chez Benjamin. Et il sera un petit peu question, même largement question de Benjamin aujourd'hui, malgré tout, puisque je reviendrai sur la critique du concept de progrès qu'on trouve chez Benjamin et ses résonances dans les critiques contemporaines postcoloniales. Alors je voudrais commencer par une hypothèse, un peu l'hypothèse, c'est le fil conducteur de mon intervention. L'hypothèse est la suivante. L'hypothèse est de considérer la notion de progrès, l'idée de progrès, comme étant une forme de régime d'historicité moderne. En termes de régime d'historicité renvoie aux travaux de François Hartog. Je dis bien une forme de régime d'historicité, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, bien sûr, sans les mentionner toutes, ce sera un travail en soi de cartographier ces différents régimes d'historicité qui caractériseraient la modernité. Et donc on aurait d'autres régimes d'historicité, évidemment, parallèlement à la notion de progrès. Je pense notamment à l'idée de l'évolution, qui n'est pas tout à fait la même chose que le progrès. Un rapport patrimonialiste au passé, tout ce que montre aussi Hartog. Et on pourrait ajouter à cela aujourd'hui d'autres régimes d'historicité qui se dessinent, je pense notamment à la question du risque et la question de la catastrophe en contexte écologique. Donc le progrès est bien une forme parmi d'autres, même si c'est une forme dominante, comme je vais tenter de le montrer, une forme donc, de régime d'historicité qui est à la fois inséparable, mais ça vaudrait aussi pour les autres régimes d'historicité, d'une politique du temps. Une certaine manière de concevoir le temps d'un point de vue politique. On va parler donc de chronopolitique. Qu'est-ce qu'il faudra entendre par là? Je voudrais m'appuyer sur un argument qu'on peut qualifier de politique, récurrent aujourd'hui dans les débats contemporains. L'argument est le suivant, et je laisse consciemment ouvert les 3 petits points qui finissent la question. Mais donc l'argument est le suivant. Comment est-il encore possible qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, 3 petits points? Ça, c'est un argument qui se fonde, je vais essayer de vous montrer, sur l'idée qu'il y avait une progression.
aujourd'hui au XXIe siècle, la période dans laquelle nous vivons, rendrait certaines choses possibles et d'autres choses impossibles. Le simple fait de vivre dans une époque, le XXIe siècle, rend certaines choses possibles et d'autres impossibles. Alors, pour essayer de déplier un peu cette idée, c'est l'idée que du fait de l'accumulation d'une série d'expériences, mais aussi d'une série de césures et de coupures entre un avant et un après, toute cette accumulation d'expériences et de césures devrait nous avoir appris certaines choses. Alors, à nouveau, je laisse totalement ouvert les trois petits points, dans l'idée qu'effectivement, il s'agit d'un schème, on pourrait dire, un schème temporel qui se prête à de multiples interprétations. Alors, j'en veux, c'est pas dans le vide que je dis ça tout à fait, puisqu'effectivement, c'est un argument que Benjamin déconstruit dans l'une des thèses sur le concept d'histoire en 1940, dans un contexte bien précis, évidemment, la montée de l'avènement du fascisme en Europe. Mais donc on retrouve dans les thèses la proposition suivante, je le cite, « S'effarer que les événements que nous vivons soient encore possibles au XXe siècle, et bon, ça vaudrait aussi pour le XXIe siècle, c'est marquer un étonnement qui n'a rien de philosophique. Un tel étonnement ne mène à aucune connaissance, si ce n'est à comprendre que la conception de l'histoire d'où il découle n'est pas tenable. » Évidemment, ici, la pique est portée à l'encontre d'une certaine idée social-démocrate du progrès, qui donc aurait à faire à la régression soudaine dans l'histoire des événements du fascisme. Et donc, ce que Benjamin nous dit, c'est que le concept de progrès n'est pas la bonne arme politique pour contrer le fascisme. Et c'est bien une autre conception de l'histoire qu'il faut privilégier. Et donc il faut critiquer le progrès d'un point de vue politique. Alors on pourrait dire de ce point de vue-là qu'effectivement le progrès, et j'utilise évidemment ici toujours des guillemets, est un schème puissamment efficace, extrêmement efficace, de distribution et de partage du temps. Alors quand je dis progrès, en fait, il faut comprendre progrès ici presque comme un mot valise qui pourrait comprendre et se décliner de différentes façons. On va parler plutôt de civilisation, de modernisation, de développement, etc. La liste n'est pas exhaustive. Évidemment, qui dit civilisation ne dit pas exactement tout à fait la même chose que modernisation, et qui dit développement ne dit pas exactement la même chose que modernisation. Néanmoins, c'est bien un schème temporel qui fonctionne plus ou moins de la même manière. Et donc une certaine manière de partager, de distribuer le temps, notamment entre un avant et un après, avec l'idée sous-jacente que l'après est forcément meilleur que l'avant. Et donc l'idée même de progrès découpe le temps d'une certaine manière, procède à une coupe entre des époques, certaines époques étant révolues, voire arriérées, et d'autres époques étant plus avancées. Normalement, l'époque la plus avancée, c'est celle dans laquelle nous vivons. D'où cette idée de comment est-il encore possible qu'au XXIe siècle, mais donc ce que montre l'idée de progrès, c'est bien une expérience un peu paradoxale d'une forme de non-contemporanéité au sein même du contemporain. Comment le fascisme est-il encore possible au XXe siècle ? Le fascisme est en réalité quelque chose d'archaïque et d'arriéré par rapport aux gains engrangés par le progrès des sociétés modernes. Et donc, si je peux me permettre un petit écart par rapport à l'argumentaire du séminaire, la question politique que pose le progrès, l'idée de progrès, la question politique que pose le progrès n'est pas tellement de savoir qu'est-ce que le contemporain, une sorte de tentative un peu à distance de décrire ce qui caractériserait notre époque, mais la question politique que pose la notion de progrès serait plutôt de savoir qui est contemporain. Pour le dire de manière un peu plus incisive, qui sont nos contemporains. En distinguant, alors quand on pose la question de cette manière-là, on induit tout de suite l'envers de tout ça en disant qui sont nos non-contemporains. Qui ferait partie de la même époque que nous et qui n'en ferait pas partie.
Voilà, c'est ça que je voudrais tenter de déplier, de démonter, de discuter avec vous aujourd'hui. Avec, et je signale tout de suite que cette idée donc, qui est contemporain, qui n'est pas, procède par exclusion, sans doute, mais par une exclusion en même temps inclusive. C'est ça toute l'ambivalence évidemment de cette question, j'y reviendrai plus tard. Alors, mon exposé donc, en 3 temps, je vais tout d'abord tenter de débaucher ce qu'on pourrait appeler une analytique sémantico-historique du concept de progrès, en m'appuyant sur les travaux de Reinhard Koselleck, donc en histoire des concepts, en histoire conceptuelle. Tenter de déplier ce qu'il faut entendre par progrès. Ensuite, dans un deuxième temps, je m'attarderai effectivement sur la critique postcoloniale adressée à la notion de progrès. Critique postcoloniale qui porte précisément sur le fait que le progrès exclut en incluant. Donc cette idée de déni de contemporanéité. Et puis, dernière étape, s'il me restera suffisamment de temps, je voudrais là aussi expliquer sur une chose très exploratoire, je m'en excuse. Je voudrais explorer donc le versant, on pourrait dire, spatial de l'idée de progrès, une chaîne temporelle, autour de la notion de global. Voilà, dans le premier temps, donc une analytique sémantique historique du concept de progrès. Alors, pour commencer, une banalité philosophique, truisme, le présent n'est pas présent à lui-même. Le présent, dans l'expérience que nous faisons du temps historique, le présent n'est pas immédiatement donné. Et c'est de là, effectivement, d'où part Koselleck lui-même, lorsqu'il s'agit effectivement de réfléchir à la question de l'expérience historique. Le présent n'est pas donné à lui-même, le présent n'est pas présent à lui-même, pour le dire encore autrement, il n'y a pas de parfaite et de transparente contemporanéité à soi-même dans l'expérience du temps. Comme le dit Koselleck à certains endroits, effectivement, l'expérience historique du temps procède toujours d'un hiatus entre le contemporain et le non-contemporain. Alors que ce non-contemporain renvoie à une forme de passé ou à une forme de futur. On est toujours pris, l'expérience du temps historique est toujours pris entre du contemporain et du non-contemporain, l'époque que nous vivons et les époques révolues, les époques évolues. Ça mène effectivement à Koselleck à affirmer qu'il ne peut y avoir de temps historique, d'expérience historique du temps que métaphorisée ou représentée, médiatisée. Je vais dire encore autrement, l'histoire ne commence qu'avec sa mise en forme, sa mise en récit, sa représentation. Il n'y a pas d'histoire immédiate. Effectivement, on a du mal à comprendre ce que serait une histoire immédiate. L'histoire passe nécessairement par les formes de représentation, des mises en forme, des mises en récit. Alors, toute la question à partir de là, c'est de savoir quelle est la mise en forme, quelle est la mise en récit que propose l'idée de progrès. Alors, on pourrait dire qu'effectivement, le progrès, comme n'importe quelle autre manière de mettre en forme l'expérience historique du temps, le progrès n'échappe pas à une contrainte fondamentale, quasi transcendantale, qui est la contrainte de synchroniser les temps dans leur diversité et leur pluralité. Cette idée de synchronisation du temps, c'est en fait aussi c'est de savoir comment faire sens du hiatus entre du contemporain et du non contemporain. Sachant effectivement que qui dit synchronisation dit aussi en arrière-fond une forme de polychronie, d'une pluralité des temps qui doivent être synthétisés, unifiés d'une certaine manière. Et donc la question qui se pose, c'est quelle est la synchronisation spécifique à l'idée de progrès, au concept de progrès. L'un de ces traits, mais il y en aura d'autres, je vais y revenir, donc l'un des traits l'une des formes de synchronisation qu'opère la notion de progrès, c'est que parmi la diversité des temps qu'il synchronise, le temps, je l'ai déjà dit, opère un partage entre un avant et un après, mais un avant et un après qui sont toujours connotés qualitativement en termes de retard et d'avancée.
l'idée qu'effectivement la synchronisation propre à l'idée de progrès va de pair avec des formes d'anachronisation. Ça veut dire des formes de retard par rapport à des avancées. Des retards qui s'accusent par rapport à des avancées chronologiques. Et une anachronisation qui relève aussi d'une certaine hiérarchisation. Il s'agit de dire que ce qui est arriéré, ce qui est en retard, est moins bien, si je puis dire, que ce qui est le plus avancé. Alors voilà pour une caractérisation générale de la notion de progrès. Je vais tenter maintenant de spécifier encore davantage. Toujours à partir de Koselleck, qui note, en tant qu'historien du concept, qu'il y a effectivement une concomitance à la modernité, une concomitance des concepts de progrès et du concept même d'histoire. Donc le sens, la signification de ces deux concepts émergent en même temps. Grosso modo, à la fin du XVIIIe siècle, et se stabilise tout en se transformant d'ailleurs au XIXe siècle. C'est ça la période que identifie Koselleck comme étant la période moderne. Alors, tous deux, donc les concepts de progrès et les concepts d'histoire, se forment comme, c'est l'expression qu'on peut Koselleck, comme des singuliers collectifs. Collectif singular. C'est-à-dire tous les deux procèdent d'une forme d'abstraction par rapport à un certain matériau. Et donc de la même façon, note Koselleck que l'on ne parle plus dans le courant de la modernité des histoires dans leur pluralité, mais que l'on vient à parler de l'histoire avec un grand H et au singulier, l'histoire étant définie avec un grand H comme étant un processus temporel qui englobe dans sa totalité l'ensemble des histoires, c'est ça l'idée singulier collectif, une forme de singularisation sous fond d'un ensemble d'histoires. Bien, de la même façon, le progrès ne désigne plus à la modernité, ne désigne plus tellement les progrès particuliers, mais désigne quelque chose comme le progrès avec un grand P, le progrès en général, au point de constituer, au courant du XIXe siècle, au point de constituer, donc le progrès, au point de se constituer comme étant le sujet de l'histoire, le sujet par excellence de l'histoire. Alors à nouveau, là, il y a des glissements sémantiques que identifie Koselleck en montrant qu'effectivement, à l'époque des Lumières, fin du XVIIIe, on pouvait, au milieu du XVIIIe, on pouvait encore parler des progrès, des arts, des sciences, des techniques, de la morale, de la politique. Donc, il y a une sorte de pluralité des progrès. Et ce qui s'opère au XIXe siècle, d'après Koselleck, c'est bien une unification de ces progrès au pluriel sous l'idée même de progrès en général. Et le progrès, on vient en fait à ce statut énorme de sujet de l'histoire. L'histoire est en progrès. L'histoire n'est que progrès. Alors, ce qu'il faut retenir de ça, c'est d'hypostase de l'idée de progrès effectivement qui se perd lentement au cours du XIXe siècle. Mais ce qu'il faut retenir de cela aussi, c'est ça aussi de singulier collectif, à nouveau, c'est que le progrès avec un grand P suppose d'identifier aussi des progrès particuliers. C'est toujours un jeu de balance, d'échange entre le niveau d'abstraction du progrès en général et des progrès en particulier. Alors pour paraphraser Kant, on pourrait dire qu'effectivement le progrès avec un grand P sans les progrès qu'il est censé totaliser, synthétiser, le progrès sans les progrès ne serait qu'un concept vide, mais en même temps,
d'un autre côté, les progrès au pluriel seraient aveugles sans l'idée directrice d'un progrès avec un grand P. Et donc, ça veut dire aussi, et c'est ça toutes les subtilités de la notion de progrès que je vais essayer de discuter, ça veut dire aussi que la substantialisation du progrès, le progrès de l'histoire, doit en même temps se montrer suffisamment élastique ou plastique que pour accueillir la diversité qu'elle unifie. Il y a bien un processus d'abstraction, mais ce processus d'abstraction doit être en même temps en accord avec le matériau dont il s'abstrait. Alors c'est ce que écrit Koselleck dans l'article qu'il consacre à la notion de progrès, donc Fortschritt en allemand, dans les concepts historiques fondamentaux, donc le grand ouvrage de lexicographie des concepts de la modernité paru durant les années 70. Et donc Koselleck consacre un article à la notion de progrès dans la modernité, et il écrit: le progrès est une détermination de relations qui met en lien l'ici et le là-bas au niveau spatial et le maintenant, l'alors et l'auparavant au niveau temporel. Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, Koselleck nous dit ici que le progrès synthétise non seulement la pluralité des temps, la diversité des temps, mais aussi la diversité des espaces. Je vais y revenir. Le parcours spatial correspond toujours à une succession temporelle. En tant que catégorie générale de relations, le progrès, entre guillemets, est aussi neutre qu'élastique pour pouvoir nommer tous les mouvements historiques qui se déroulent dans l'espace et le temps. Donc il faut bien une forme d'élasticité, de plasticité de la notion de progrès pour inclure, synthétiser, unifier une série de mouvements historiques se déroulant dans le temps et l'espace. Autrement dit, et ça me semble un point essentiel à retenir, c'est que le progrès à la modernité procède bien d'un travail d'unification des temps historiques dans notre humanité. Il s'agit bien d'unifier, synthétiser une diversité de temps expérimentaux. Donc il y a bien un travail d'unification à l'opérer. Mais en même temps, le progrès repose sur un axiome d'unité de l'histoire avec un grand H. Donc il y a ce double travail, ou ce double aspect de la notion de progrès. Il s'agit à la fois d'unifier une série d'événements historiques dans le temps et dans l'espace, mais en partant du principe que l'histoire avec un grand H, ou le progrès avec un grand P, existe. Et l'une des critiques, je vais essayer de le montrer, mais que les auteurs postcoloniaux ont pu adresser à la notion de progrès, c'est effectivement de confondre ces deux aspects. De faire croire en quelque sorte que le travail d'homogénéisation ou d'unification des temps historiques a pour arrière-fond un temps unique, ou une histoire unique. En fait, le résultat devient en quelque sorte l'axiome. Alors c'est là qu'intervient, pour la première fois, Benjamin, puisqu'effectivement ce qu'on pourrait dire c'est que l'histoire avec un grand H ou le progrès avec un grand P, que l'histoire et le progrès soient un, et une unité du progrès, une unité de l'histoire, repose bel et bien sur l'idée, sur la supposition d'un temps, c'est l'expression de Benjamin, j'y reviendrai, d'un temps homogène et vide. Alors toute la question c'est de savoir que faire de cet axiome, de ce postulat d'un temps homogène et vide. J'y reviendrai. Mais ce qui me semble important de faire, c'est effectivement de toujours distinguer l'axiome d'unité du temps historique, en tant qu'il repose le temps historique sur un temps homogène et vide, et tout le travail d'homogénéisation que ça entraîne.
Voilà, j'y reviendrai sur ce point plus tard. Mais tentons d'abord, parce que tout ça paraît très général, je m'en excuse, mais donc tentons d'identifier ou de qualifier plus spécifiquement ce qu'il faut entendre par progrès ou régime d'historicité caractéristique de la notion de progrès. Donc, je vous donne ici 5 caractéristiques, 5 traits, à nouveau en m'inspirant des travaux de Koselleck. Premier aspect donc, du temps historique comme progrès, c'est le fait qu'il s'agisse d'un temps séculier, d'un temps mondain, mondanisé. Et ça, donc, par contraste avec, on va dire, un modèle théologique du temps, de providence divine, qui effectivement interviendrait dans le temps du monde, mais qui serait toujours sur un plan décalé par rapport au temps du monde. Et ce que dit Koselleck, c'est que, de manière un peu contre-intuitive, c'est qu'avec le progrès, on a affaire à une temporalisation de l'histoire. L'histoire et le progrès se déroulent, comme il dit, à travers le temps. Le temps étant en quelque sorte le médium par excellence de l'histoire. Donc, premier aspect, donc une sécularisation du temps. Deuxième aspect, celui d'un temps cumulatif. L'idée que le progrès engrange une série d'avancées. Le progrès s'accumule. La marche du progrès. Le progrès est en marche. Mais donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le progrès ne fait pas nécessairement table rase du passé. Ça me paraît important de rappeler, c'est que je pense que c'est ce qui distinguerait peut-être le régime d'historicité du progrès par rapport à le régime d'historicité de la révolution chez les modernes. C'est que le progrès, contrairement à la révolution, ne prétend pas faire absolument table rase du passé. Au contraire, il tente de donner sens à certains aspects du passé qui préfigurent en quelque sorte le progrès ou qui marquent des avancées. Donc, cumulation. Troisième aspect du temps déterminé, qualifié comme progrès, c'est son aspect linéaire et irréversible. C'est l'idée de flèche du temps, de flèche du progrès, de continuité aussi. On fabrique du continu, on fabrique de la continuité, mais à nouveau, on fabrique de la continuité sur fond de discontinu. Et aussi cette idée d'irréversibilité, au sens où effectivement s'opèrent des coupes dans les processus historiques temporels entre l'avant et l'après. L'avant et l'après correspondant à soit des choses arriérées, soit des choses en retard, soit des avancées. C'est la fameuse phrase « on n'arrête pas le progrès ». Quatrième trait, le temps du progrès est un temps qualitativement orienté vers un meilleur. Et je laisse ici à nouveau en suspens la question du meilleur. On pourrait se poser la question du meilleur en quoi. Mais en fait, le chêne temporel du progrès, même s'il est orienté vers un meilleur, laisse en fait relativement ouverte la question de savoir progrès en quoi. Quel serait le meilleur vers lequel tendre le progrès? Ce qui fait aussi du progrès, de l'idée de progrès, ce qui caractérise aussi l'idée de progrès, c'est effectivement l'idée d'une ouverture du futur. D'un temps ouvert au futur. Et alors, cinquième aspect qui est un peu moins connu, sans doute, peut-être, mais que Koselleck met bien en avant, c'est l'idée d'une accélération du temps comme progrès. Cette idée d'accélération du temps comme progrès correspond non seulement à des expériences sociales propres à la modernité,
Ça va de plus en plus vite. Les progrès techniques, économiques et autres sont de plus en plus rapides, s'accélèrent. Mais ça correspond aussi, et c'est ça qui m'intéressera tout particulièrement, d'après Koselleck, cette idée d'accélération, à une certaine expérience du temps, où il s'agit en fait de faire sens d'un hiatus entre des retards qui s'accusent et des avancées qui ont été engrangées. Comment expliquer effectivement ces décalages temporels entre, par exemple, certains secteurs de la société qui avancent de manière exponentielle, s'accélèrent, et puis d'autres, des retards pareils. Le cas classique, si je puis dire, au XIXe siècle, c'est la question sociale. Comment se fait-il que le progrès en termes techniques engrange une forme de paupérisation des masses? Comment se fait-il que le progrès dans les techniques n'ait pas encore engendré plutôt des progrès au niveau politique ou moral? Donc, il s'agit donc là où l'idée d'accélération intervient, c'est dans l'idée que on parviendra le plus vite possible, c'est ça la question, le plus vite possible, on parviendra le plus vite possible à résorber en quelque sorte le décalage, à ménager le hiatus entre les retards et les avancées. Pourquoi c'est central cette idée d'accélération? Parce qu'on va le voir, ça joue un rôle important, cardinal dans le rapport des sociétés modernes occidentales aux sociétés non occidentales. C'est là où très bizarrement Koselleck est presque un auteur postcolonial avant la guerre. Alors, un exemple, une illustration de l'idée de progrès, il y en aurait d'autres, mais évidemment, au XIXe siècle, c'est une métaphore récurrente du progrès comme locomotive. Dans cette idée, effectivement, non seulement d'accélération, mais aussi on part d'un certain point que l'on quitte, qui est dans notre dos, le passé, pour accéder, atteindre un avenir qui sera forcément meilleur. Et là, je vous donne le tableau de Turner, Race, Steam and Speed, qui dépeint un paysage de l'Angleterre de l'époque. Il s'agit ici de la ligne Londres-Bristol, avec cet énorme pont en acier, en fer, qui déjà en soi une sorte d'avancée technologique considérable pour l'époque, et puis effectivement ce train qui file à toute allure dans la brume et la pluie. Et alors ce qu'on voit un peu, bon, je m'en excuse, mais quelque part à droite du pont, en bas, c'est un paysan qui laboure sa terre. Alors, l'image ici très, très nette dans le contraste, il s'agit effectivement de montrer la marche de l'industrialisation de l'Angleterre de l'époque par rapport à la paysannerie, par rapport à une économie de type agricole. Et donc on quitte bel et bien, ce qui est intéressant, je vais revenir, c'est ce télescopage que montre l'image en fait entre une économie qui s'industrialise et une ancienne économie qui finalement dépérit dans le monde. Alors il y a d'autres aspects du tableau un peu plus troublants, on ne le voit pas ici, mais donc c'est quelque part de l'autre côté j'imagine des personnes qui dansent le long du fleuve. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais l'idée tombe ici de la locomotive du progrès, qui de par son mouvement s'autonomise en fait. C'est ça aussi l'idée de progrès comme sujet de l'histoire, c'est que le progrès devient finalement le facteur par excellence du processus systémique. Alors je vous disais, l'idée d'accélération, comme l'interprète Koselleck, permet en fait de faire sens de l'expérience d'un hiatus entre finalement le contemporain et le non contemporain. Alors, pourquoi?
Koselleck lui-même cite, se réfère à un texte beaucoup plus ancien, un texte de Turgot. Mais avant de venir au texte de Turgot, j'avais d'abord une citation de Koselleck à vous donner. Koselleck montre qu'il y a en fait un dédoublement du plan de l'histoire qui permet en quelque sorte, comme il le dit, de sauver la continuité du progrès. C'est ça toute la question, c'est que si vous avez affaire à des hiatus, des décalages entre le contemporain et le non contemporain, comment se fait-il que la locomotive, symbole de l'industrialisation, cohabite dans la même image avec le paysan arriéré? Comment faire sens de ce télescopage des temps? Et donc la solution, entre guillemets, trouvée est la suivante. Je cite Koselleck, pour sauver la continuité du progrès, il fallait une histoire d'arrière-fond. Hintergrundgeschichte, histoire d'arrière-fond sur laquelle on pouvait ensuite ajouter tout ce qui était interprétable de manière progressive. Le progrès se nourrit en quelque sorte d'une double histoire. Les événements et les histoires isolées peuvent être confus, mais dans la perspective du progrès, même les catastrophes et les révolutions, on pourrait ajouter même les formes de retard, les formes d'arriération, même les catastrophes et les révolutions deviennent des vecteurs d'amélioration générale. C'est une autre manière de formuler le fameux thème de la ruse de la raison chez Hegel, c'est l'idée qu'il y a deux plans de l'histoire qui sont en dialogue. Qui permet de faire sens à nouveau des décalages temporels que l'on observe. L'idée étant la suivante, je vais le dire rapidement, le petit paysan arriéré que l'on aperçoit dans le tableau de Turner, tôt ou tard, deviendra un travailleur salarié dans les grandes usines de Manchester ou de Hambourg. L'idée est bien de tôt ou tard. Donc, ne vous en faites pas, le progrès peut accuser des retards et peut parfois un peu traîner, mais du point de vue de l'histoire d'arrière-fond, le progrès est en marche. Et donc c'est bien ça la question de l'accélération, c'est il faut que ça arrive le plus vite possible. Le plus vite possible, ça reste une variable, quelque chose de très relatif. Mais du point de vue du progrès en général, du point de vue de l'histoire d'arrière-fond, c'est en cours. Le petit paysan se prolétarisera tôt ou tard. Mais à nouveau avec cette idée de le plus vite possible. Parce qu'effectivement, si le retard devient trop grand, l'expérience temporelle du progrès se disloque. Donc il faut bien parvenir malgré tout à rejoindre ces deux extrêmes du contemporain d'une part et du non contemporain de l'autre. Alors je vous le disais, Koselleck s'appuie sur un texte de Turgot, il est un peu étrange, presque dire anachronique. Donc Turgot, représentant par excellence de la philosophie française des Lumières, et qui, parmi ses innombrables notes, a notamment donc, rédigé une note pour un plan d'ouvrage sur la géographie politique. Alors ce texte me paraît crucial pour comprendre ce qui nous occupe aujourd'hui. Je vais m'expliquer pourquoi, mais je cite d'abord: l'histoire et la géographie placent les hommes dans leurs différentes distances. L'une, la géographie, exprime les distances de l'espace, l'autre, l'histoire, celle du temps. La description nue des terrains, d'un côté, ça c'est la géographie, la suite sèche et numérale des années, l'histoire, de l'autre, sont comme la toile où il faut placer les objets. C'est ça l'idée d'arrière-fond. Le plan d'arrière-fond de l'histoire. Le plan d'arrière-fond de l'histoire, c'est, on peut dire, une topologie d'une part, la géographie, et une chronologie d'autre part. Mais à nouveau, les termes de Turgot sont bien choisis, c'est une description nue des terrains. Donc
se prononce pas sur les qualités du territoire, les particularités du territoire. C'est bien la toile de fond inamovible, sèche, comme il le dit pour la chronologie, c'est la succession des années. Et tout ça donc forme la toile de fond où il faut, en quelque sorte, après coup, placer les objets. La géographie ordinaire et la chronologie en déterminent les situations. Et alors il ajoute tout de suite l'histoire et la géographie politique les peignent de leur propre couleur. Donc on doit bien supposer en arrière-fond quelque chose comme une topologie la plus abstraite qui soit, une chronologie la plus abstraite qui soit, pour ensuite peindre sur cette toile les couleurs de l'histoire et de la géographie politique. Autre passage de Turgot, toujours dans ce plan d'un ouvrage de géographie politique. Donc ce sont des notes elliptiques. Donc il écrit « Vue générale des hommes, des êtres humains, divisés en peuples plus ou moins barbares, plus ou moins policés, et représentant sous un coup d'œil, dans le tableau du présent, les différentes nuances de la barbarie et de la politesse. » Politesse est aussi synonyme de bonne politique, de bonne œuvre. Les différentes nuances de la barbarie et de la politesse, par lesquelles la nation la plus avancée a successivement passé depuis la première époque de la barbarie. C'est un texte très dense quand on essaie de le décortiquer. Mais donc, ce qui se fait, c'est effectivement derrière, avec cette toile de fond de la chronologie et de la topologie, ce qui se met en place, du point de vue de ce que Turgot appelle l'histoire universelle, c'est ensuite un tableau, c'est ça la grande hantise de Turgot et les autres physiocrates de l'époque, c'est le tableau, c'est de mettre les choses en tableau. Et donc un tableau des différents peuples. Et ce qui est intéressant, c'est l'expression qu'utilise Turgot, plus ou moins barbare, plus ou moins policé. Donc il y a des nuances de barbarie et des nuances de politesse. Mais ça signifie bien que tous ces peuples, plus ou moins barbares, plus ou moins polis, ont en partage une même toile de fond qui est la topologie la plus abstraite et la chronologie la plus abstraite. Mais c'est bien la toile de fond qui permet ensuite d'évaluer les nuances de barbarie et de politesse. Alors l'hypothèse, c'est qu'effectivement, cette toile de fond, c'est ce que Benjamin appelle le temps homogène et vide. Donc, le progrès, il partage, il découpe le temps, il donne aux époques une certaine qualité, une certaine nuance, mais pour faire cela, il doit supposer effectivement en arrière-plan quelque chose comme un temps homogène et vide. C'est ça, ce qu'il faut un temps homogène et vide. Et alors, autre passage du texte de Turgot qui me paraît intéressant, une description géographique du globe sous ce point de vue, ou map-monde, tel que pourrait l'adresser un habitant de la Lune avec de bons télescopes. Donc là, il y a bien l'idée que, en fait, pour apercevoir le globe dans sa totalité, il faut adopter un point de vue de nulle part, qui serait celui d'un habitant de la Lune, pourvu qu'il ait sous limite des bons télescopes. Alors quand je vous disais que Koselleck est un auteur postcolonial, je m'appuie sur le passage suivant. La perspective temporelle est toujours située, donc il parle à nouveau du progrès, la perspective temporelle est toujours située géographiquement pour être ensuite enrichie sur le plan religieux, ethnique, racial, etc. C'est ainsi que l'espèce humaine, d'abord sujet hypothétique du progrès, parce que le progrès est le sujet de l'histoire, mais le sujet de l'histoire c'est aussi l'humanité, c'est l'humanité qui progresse. C'est ainsi que l'espèce humaine, d'abord sujet hypothétique du progrès, sort divisée de l'expérience d'Aillatus et que la partie arriérée
de l'humanité devient le destinataire de revendications de domination. Alors, si on reprend l'argument de Koselleck ici, c'est à mon avis le suivant. Quelle est cette expérience de hiatus que font les modernes? C'est de découvrir qu'effectivement tout le monde n'est pas moderne. Tout le monde n'est pas moderne. Que certains sont plus modernes que d'autres. Certains sont plus policés que d'autres, ça veut dire que certains aussi sont plus barbares que d'autres. Mais donc comment faire sens de cette idée à la fois qu'il y a une unité du genre humain et en même temps une diversité? Comment faire sens de cette expérience du contemporain et du non-contemporain à la fois? C'est là que l'opération d'anachronisation, excusez-moi, du barbarisme intervient. C'est-à-dire que les sauvages, entre guillemets, ne sont pas exclus a priori de l'humanité. Ils sont humains comme nous. Simplement, ils ne sont pas encore civilisés. Et ce que va faire le progrès, c'est de résorber cet écart. Le progrès permet ça. Il permet de résorber l'écart entre les sauvages et les civilisés. Alors ça me semble important parce qu'effectivement, ça veut dire que le sauvage, j'utilise ici les guillemets, n'est pas exclu a priori du temps de l'histoire ou du temps du progrès. Simplement, il est anachronisé. Mais toujours relativement anachronisé. Rappelez-vous la formule de Turgot, plus ou moins barbare, plus ou moins policier. Autrement dit, le sauvage a vocation à se civiliser. On peut dire qu'il est en cours de rattrapage. Alors ça me semble important parce qu'effectivement, ça veut dire, pour reprendre le titre de l'intervention, ça veut dire que être à la traîne du progrès, être arriéré, en retard, etc. Être à la traîne du progrès, c'est en même temps être entraîné dans la marche du progrès. Et on peut penser ici à la fameuse image de l'ange de l'histoire chez Benjamin, rappelez-vous dans les thèses, une question de cet ange qui est emporté, qui voudrait s'attarder sur les ruines qui s'accumulent, lui qui est emporté par une tempête, et cette tempête, dit Benjamin, s'appelle le progrès. Donc on ne peut pas, à nouveau, le statut d'être à la traîne du progrès, être retardataire, signifie en même temps, dans le même mouvement, être entraîné dans sa marche. Alors ceci m'amène justement à Benjamin, je reviens sur l'idée de temps homogène et vide. Je cite une des thèses au concept d'histoire, donc où il critique la notion sociodémocrate de progrès. Il donne à cette notion de progrès toute une série de qualifications, que ce soit le progrès de l'humanité, que ce progrès soit illimité et automatique. Mais, ajoute Benjamin, chacun de ces prédicats est contestable, chacun offre prise à la critique. Mais celle-ci, la critique, si elle se veut rigoureuse, doit remonter au-delà de tous ces prédicats et s'orienter vers quelque chose qui leur est commun, très commun à ces différents prédicats. L'idée d'un progrès de l'espèce humaine à travers l'histoire est inséparable de la représentation d'un mouvement dans un temps homogène et vide. Et il ajoute la critique de cette dernière, de cette représentation d'un temps homogène et vide, doit servir de fondement à la critique de l'idée de progrès en général. Alors ce qui est important de souligner ici, c'est qu'effectivement il y a deux plans où la critique de l'idée de progrès, ou une critique rigoureuse de l'idée de progrès doit opérer, pour véritablement
atteindre le cœur, si on peut dire, de l'idée de progrès, il faut critiquer la conception d'un temps homogène et vide. Donc c'est pas que le progrès, pour véritablement atteindre sa cible, la critique doit porter sur la présupposition derrière l'idée de progrès, à savoir l'idée qu'il y aurait quelque chose comme un temps homogène et vide. Alors pour revenir sur ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut critiquer, c'est l'axiome de départ. Il y a une histoire, une unité de l'histoire, qui se déclinerait ensuite de différentes façons. À cela s'ajoute toujours chez Benjamin, dans la thèse 17a, une remarque à nouveau où il tacle les sociodémocrates, les néo-kantiens, comme il les appelle aussi, donc c'est cette idée qu'il progresse une sorte d'idéal régulateur. Et donc il écrit à ce propos, donc, sous l'idée d'idéal régulateur du progrès, le temps homogène et vide, dit-il, se transforme en antichambre. Oh, Fortzimmer en allemand. L'idée qu'en fait il suffirait d'attendre patiemment le grand soir ou la grande révolution, dans l'idée qu'elle adviendra tôt ou tard. Il suffit de rester patiemment, de patienter dans l'antichambre, mais il dit avec plus ou moins de placidité l'avènement des situations d'évolution. Alors, je reviendrai sur cette notion d'antichambre parce qu'on la retrouve textuellement chez un auteur comme Chakrabarty, chez un auteur postcolonial comme Chakrabarty. Autre chose qui me semble intéressant, puis je passe au deuxième point. Toujours dans les thèses, Benjamin écrit « L'histoire universelle procède par voie d'addition. En mobilisant une foule innombrable de choses qui se sont passées, l'histoire universelle tâche de remplir le vide de ce récipient qui est constitué par le temps homogène. » Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il s'agit à la fois, comme le dit Benjamin dans l'autre thèse, de critiquer le fondement même de l'idée de progrès qui repose sur un temps homogène et vide, mais en même temps, nous dit-il, il s'agit aussi de critiquer l'histoire universelle en tant qu'elle ne constitue qu'une sorte de bric-à-brac d'événements passés qui s'accumulent et qui en fait ne consiste qu'à remplir ce sac vide qu'est le temps homogène. Alors, je reviendrai sur cette idée, mais ça renvoie effectivement à ce que je vous disais tout à l'heure, le progrès effectivement est inséparable des progrès qu'il est censé qualifier, englober, synthétiser. Alors je passe au deuxième temps de l'intervention, sachant qu'effectivement la critique que Benjamin adresse à la notion de progrès comme reposant sur un temps homogène et vide, on la retrouve chez un auteur postcolonial, un auteur important des études postcoloniales, à savoir Dipesh Chakrabarty, dans son ouvrage Provincialiser l'Europe, paru initialement en 2000, et où effectivement il y a de bon nombre d'allusions au texte de Benjamin. Mais d'abord, en guise d'introduction, je donne ici un article paru dans un collectif sur l'historiographie, différentes entrées, Pushpadas, chercheur français, et donc il résume bien finalement le fin mot de l'histoire, si je puis dire, la critique du discours colonial chez les auteurs postcoloniaux vise beaucoup plus largement à briser l'emprise universelle de ce mythe qu'est le récit linéaire du progrès, qui définit, qui classe, qui hiérarchise les sujets et les savoirs, et qui représente tout écart par rapport au modèle de référence occidental de la modernité comme une lacune, un ratage ou un danger. Effectivement, il s'agit pour
post-colonial studies de critiquer ce mythe du progrès. Pourquoi? Parce qu'il est précisément ce qui permet de définir, de classer, de hiérarchiser les sujets des savoirs. Non seulement de les hiérarchiser, mais aussi de faire en sorte que ces sujets, ces savoirs sont nécessairement, si je peux dire, en retard, en décalage par rapport à la norme que serait la modernité, par rapport à la norme que serait le progrès moderne. Alors, chez Chakrabarty, la notion de temps homogène et vide apparaît, et elle est associée chez lui à ce qu'il appelle l'historicisme, l'historisme. C'est un terme qu'on trouvait aussi chez Benjamin. Qu'est-ce que l'historicisme? Dans un passage tiré de Provincialiser l'Europe. L'historicisme a rendu possible la domination européenne du monde au XIXe siècle. On pourrait dire très grossièrement qu'elle fut l'une des formes importantes prises depuis le XIXe par l'idéologie du progrès ou du développement. L'historicisme est précisément ce qui a donné à la modernité, au capitalisme, non pas seulement un aspect mondial, mais l'aspect d'une chose devenue mondiale avec le temps, en se diffusant de son unique lieu d'origine, l'Europe, au reste du monde. Alors, qu'est-ce à dire? Quand Chakrabarty préconise de provincialiser l'Europe, il part du constat que l'Europe, de fait, a été provincialisée. D'accord? Donc il ne dit pas que ça n'a pas été fait. Donc, effectivement, depuis, grosso modo, la référence qu'il prend, c'est Hegel et Kant. Depuis Hegel et Kant, l'Europe s'est désoccidentalisée, en quelque sorte. En tout cas, a pris connaissance qu'il y avait autre chose que l'Europe. Donc voilà, l'Europe a de fait été provincialisée, il insiste là-dessus. Mais par contre, ce qui subsiste, c'est bien un imaginaire temporel, certain imaginaire temporel. Et celui-là, il persiste. Et cet imaginaire temporel, c'est précisément ce qu'il appelle l'historicisme, en tant que fondement de l'idéologie du progrès, du développement. Donc il s'agit bien pour Chakrabarty d'opérer une sorte d'analyse critique, discursive de l'historicisme en tant qu'il fonde l'idéologie du progrès. Alors, avant de revenir sur cette critique, c'est intéressant de voir, parce qu'il ne faut pas oublier que tous ces débats s'inscrivent finalement dans les questions historiographiques, plus particulièrement dans le cas de Chakrabarty, dans l'historiographie de l'Inde, précoloniale, coloniale, post-coloniale. Et donc l'exemple c'est là où intervient l'idée de salle d'attente imaginaire. C'est de montrer, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois dans le cadre indien par rapport au contexte colonial, mais aussi par rapport au contexte post-colonial. Cette salle d'attente imaginaire, elle porte effectivement qui habite ou qui vivote dans cette salle d'attente imaginaire. Ce sont effectivement les classes subalternes, plus particulièrement la paysannerie. Dont on a estimé dans le discours nationaliste indien qu'elle n'était effectivement pas suffisamment moderne, suffisamment modernisée, évoluée, que pour participer activement à la vie politique. Donc c'est là où on a quand même un exemple très concret de ce que signifie l'anachronisation. Il s'agit de dire que les classes subalternes, paysannes, ne sont pas suffisamment formées, éduquées, que pour participer à part entière dans le processus politique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait trouver des équivalents aussi au niveau
infra-européen, en Occident. L'idée, par exemple, de ne pas accorder le droit de vote aux femmes ou à la classe ouvrière, l'argument a longtemps été ils ne sont pas suffisamment éduqués que pour avoir un avis, un juste avis il s'agit de décider politique. Mais à nouveau, et c'est ça toutes les ambiguïtés de l'idée même de progrès, c'est que l'idée de salle d'attente présuppose un jour qu'on sortira malgré tout de cette salle d'attente. Simplement, la question c'est de savoir quand. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est l'infrastructure, si je puis dire, derrière l'idée de salle d'attente imaginaire? C'est ça qui nous renvoie à l'idée d'historicisme d'après Chakrabarty. Quelle est cette notion d'historicisme? C'est l'idée fondamentale que tout peut être historicisé. Tout est historicisable, tout est historique. Et donc, Chakrabarty écrit, afin de comprendre la nature de quelques objets du monde que ce soit, nous devons le considérer comme une entité en développement, c'est-à-dire, comme un tout individuel et unique, comme une espèce d'unité, ne serait-ce qu'en puissance, et deux, comme quelque chose qui se développe avec le temps. C'est une autre manière de dire ce que je vous disais tout à l'heure, et l'idée qu'il y a un axiome. L'histoire, il n'y a que de l'histoire est une totalité, et en même temps, l'histoire se développe au cours du temps. L'histoire repose sur un temps homogène et vide, pour reprendre l'expression de Benjamin, et en même temps, elle se concrétise dans le temps. Et donc effectivement, l'historicisme, comme idéologie de progrès, renvoie à un processus de modernisation, j'insiste sur la modernisation, qui lui-même suppose qu'il y a pour toile de fond un temps homogène et vide. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, à mon avis, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de différence, si vous voulez, tranchée a priori, entre le moderne, le modernisé d'une part, et le non moderne d'autre part. Puisque à nouveau, le non moderne a pour vocation de se moderniser. Simplement, il n'est pas encore moderne. La question du pas encore est si important. Il n'est pas encore moderne, pas encore suffisamment moderne. Les classes subalternes indiennes ne sont pas encore suffisamment modernes pour participer au processus politique. Alors, la conclusion, ce sera à discuter, mais ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement, ce n'est pas en tant que tel le temps homogène et vide qui relègue les subalternes à une position de domination, de dominer. Donc, à nouveau, je pense qu'il faut prendre au sérieux l'idée de Benjamin qu'en fait le temps homogène et vide est au fondement du progrès, mais il n'est pas identique au progrès. D'accord ? C'est vraiment une petite opération qui semble cruciale. Il ne s'agit pas de dire que le temps est. Pas le problème, si je puis dire, n'est pas le fait que le temps est homogène et vide. Ce n'est pas ça qui relègue les subalternes dans leur position de subalternité. Mais par contre, effectivement, leur relégation suppose quelque chose comme un temps homogène et vide. Précisément dans l'idée que les non-modernes, les subalternes, sont en fait des modernes en puissance.
il arrivera un jour, tôt ou tard, éventuellement le plus vite possible, que les mondes modernes accèdent à la modernité. Et c'est là où on voit effectivement toute l'efficacité, la performance, si je puis dire, de l'idée de progrès. Le progrès n'exclut pas a priori les dominés, les colonisés, les subalternes. Simplement, il les exclut, les inclut en même temps. Il les exclut comme étant en retard, mais en même temps, il les inclut comme étant relativement en retard. Comme étant destinés à rattraper leur retard. Pour autant, Chakrabarti ne critique pas en bloc l'historicisme, dont lui-même, l'historien, il se réclame de la discipline historique ou historiographique. Simplement, il s'agit de mettre du trouble, si je puis dire, dans ce dispositif historiciste. Ça apparaît dans ces deux passages que je vous cite. La pensée européenne est aussi indispensable qu'inadéquate pour penser l'expérience de la modernité politique dans les nations non occidentales. À la fois, c'est indispensable, et en même temps, ça doit être inadéquat. Et provincialiser l'Europe devient une tâche consistant à examiner la manière dont il est possible de renouveler cette pensée, la pensée européenne, qui constitue à présent notre héritage à tous et qui nous affecte tous, à partir des marges et pour elles. C'est ça l'idée centrale chez Chakrabarti, c'est qu'il s'agit, en prenant acte de la provincialisation de l'Europe, mais pas simplement au niveau géographique, mais aussi au niveau des imaginaires, au niveau des imaginaires temporels. Il s'agit en quelque sorte de revoir, de revisiter la pensée européenne à partir de ces marges. Et ça suppose aussi, je vais encore lire rapidement la citation, donc il faut reconnaître qu'il est politiquement, entre guillemets, nécessaire de penser en termes de totalité, et en même temps perturber la pensée totalisante en faisant jouer des catégories non totalisantes. D'entre deux, il faut effectivement penser de manière historique ou historiciste, et en même temps ne pas tout à fait penser de manière historique et historiciste. Donc il faut créer de la marge, il faut créer un espace de friction entre les deux. Et cette friction, elle apparaît aussi pour ce qu'il distingue, c'est une fameuse distinction que fait Chakrabarti entre l'histoire 1, l'histoire avec un grand H, qui serait l'histoire du capital, l'histoire de la mondialisation, etc. L'histoire avec un grand H, l'histoire 1, et les histoires 2, qui sont les histoires locales et qui renvoient à un temps vécu. Mais ce que nous dit Chakrabarti, c'est qu'il faut bien toujours maintenir cet écart entre l'histoire 1 qui est tendance à tout englober et puis les histoires 2 comme étant les marges de cette histoire. Alors, le problème, ça c'est moi qui j'ajoute mon grain de sel, c'est que le progrès ou l'idée de progrès fonctionne précisément toujours sur ces deux plans aussi, de l'histoire 1 et des histoires 2. Donc à nouveau, ou alors il faudrait s'imaginer un progrès qui soit totalement homogène et totalement vide. Totalement homogénéisé et totalement vide. Et ça, mais alors on n'a plus de progrès. C'est pour ça que ça me semble important et intéressant de distinguer toujours l'arrière-fond du temps homogène et vide et puis la question du progrès qui s'ajoute, qui est en même temps conditionné par le temps homogène. Donc à nouveau, il ne faut pas confondre homogénéisation et homogénéité. Eh bien, un travail d'homogénéisation suppose toujours des écarts, des résistances, des frictions.
précisément à partir de ces écarts que se jouent aussi les mécanismes d'anachronisation. C'est ça qui est un peu compliqué à penser. C'est que à nouveau, pour reprendre l'exemple des subalternes paysannes indiennes, ils et elles sont non modernes en tant qu'ils et elles sont pré-modernes. Pour lire les choses de manière autrement, il s'agit en fait de dire que nous ne vivons pas tout à fait la même époque. Dans cet écart entre l'histoire 1 et les histoires 2. Alors je vois que le temps presse, et donc je vais... il me reste combien de temps? 5 minutes ou 5 minutes? Oui, tu parles depuis 1h13. Ok, encore le temps s'accélère. On n'arrête pas le problème. Oui, exactement. Malheureusement. Je n'aurai pas le temps voilà, de vous parler de l'expression même de déni de contemporanéité qu'on retrouve chez Jacques Rabartier, qu'il emprunte en fait un anthropologue, Ramis Fabian, dans un livre qui s'intitule Le temps et les autres, comment l'anthropologie construit son objet. Je n'aurai pas le temps de vous parler de ça, mais très rapidement. Donc, l'idée ici avancée par Fabian, c'est l'idée d'une allochronie, le temps des autres. Donc l'idée, c'est que l'anthropologie a constitué son objet sous la forme d'une mise à distance temporelle. En fait, ce que l'anthropologue va chercher chez les tribus kilivistiques, etc., c'est effectivement non pas une forme de contemporanéité, mais un temps autre que le sien. Mais ça suppose aussi une mise à distance, une forme très étrange de spatialisation du temps, avec une contradiction performative de la part de l'anthropologue, d'après Fabian, qui consiste en situation d'observation participante, à affirmer, explicitement ou implicitement, je ne partage pas le même temps que vous. En situation ethnographique, parce que l'anthropologue s'intéresse à des cultures et des sociétés autres que les siennes, d'après Fabian, il parle du présupposé que le temps n'est pas le même. Il y a bien une forme d'anachronie. Alors, très rapidement, je n'ai pas le temps de tout... Mais ça pose la question effectivement du rapport entre temps et espace. Le progrès étant réputé du côté du temps, même si, comme on a pu le voir avec Koselleck, le progrès doit aussi inclure dans sa matrice de l'espace. C'était aussi le cas dans le texte de Turgot qu'on a lu. Il s'agit aussi de rendre compte d'une disparité spatiale. Et donc toute la question serait de savoir quelle serait l'équivalence spatiale de l'idée de progrès. Je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais une hypothèse pour tenter de donner corps à l'idée d'une spatialisation du progrès, c'est de partir d'un exemple historique, à savoir le palais de cristal édifié en 1851 pour la première exposition universelle. À Londres, dans le Hyde Park. Donc le vrai nom du palais de cristal, c'est le palais de l'exposition universelle des travaux des industries de toutes les nations. L'idée effectivement de rassembler tous les peuples, toutes les nations du monde à un endroit, Londres, et d'y admirer toute une série de bric-à-brac, des marchandises de toutes sortes,
Et alors c'est ça l'opération aussi, c'est que ça n'exclut pas les autres, les non-occidentaux, les non-européens. Au contraire, ça les inclut dans la sphère de cristal du palais. On pourrait dire, c'est ça, je commence légèrement à délirer parce qu'il devient longtemps, mais donc c'est la forme du palais de cristal, le palais de cristal de l'exposition 1851 est une parfaite métaphore spatiale du temps homogène de vie. C'est un espace transparent, translucide. Nous ne se rendons plus très bien compte de la différence. C'est ce que observaient les nombreux, les 6 millions de visiteurs de l'exposition. Nous ne se rendaient plus très bien compte de la différence de l'intérieur et de l'extérieur. D'espace suspendu. Et on retrouvait à cette exposition universelle effectivement une section, un stand, si je peux dire, tenu par l'Inde. Donc là, on voit des vêtements traditionnels. On voit en arrière-fond aussi un éléphant momifié. Et les visiteurs de tous les pays du monde admirant effectivement ces merveilles exotiques. L'Égypte est aussi présente. Mais dans son glorieux passé mythique, de l'époque pharaonique, on peut dire qu'il y a aussi que l'Égypte est anachronisée. Il est anachronisé et en même temps inclus dans le palais de Christ. Je vous donne un extrait d'un discours du prince Albert, qui n'est pas le prince Albert de Monaco, ni celui de Belgique, mais le mari de la reine Victoria, qui a participé donc à l'élaboration de cette exposition universelle et qui a ce discours en 1850. Nul observateur attentif du caractère propre de notre époque ne mettra en doute le fait que nous vivons dans une période transitoire du plus haut intérêt. Elle tend, cette époque, la nôtre, elle tend irrésistiblement vers ce grand but qui a guidé depuis toujours l'humanité et l'unité du genre humain. Messieurs, l'exposition de 1851 sera un témoignage fidèle et une image vivante de l'étape à laquelle est parvenue l'humanité sur la voie de cette grande tâche unificatrice. Elle devra lui donner, cette exposition, une nouvelle impulsion. Ce qui est intéressant ici, c'est que je reviens sur l'idée d'unité et d'unification. On présuppose bel et bien qu'il y a quelque chose comme une humanité, et cette humanité a toujours, depuis la nuit des temps, depuis les pharaons, force un peu de trait, il n'y a eu qu'un seul but, c'est-à-dire de converger vers l'exposition universelle de 1851. C'est ça, le but ultime de l'humanité. Mais donc ce que cache et en même temps montre le discours du prince Albert, c'est tout le travail d'unification de ce que suppose, soi-disant, unité primordiale présupposée du genre humain. C'est-à-dire, en fait, l'Empire britannique a son apogée en 1851. Et là aussi, effectivement, on a l'humanité représentée dans cette bordure de cette carte. Une humanité diverse, variée, bariolée, mais qui, en tant qu'humanité, appartient à un seul et même empire, à savoir l'Empire britannique. Voilà, j'en terminerai là. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Louis. Nous faisons donc une petite pause, une dizaine de minutes avant d'aborder le débat, les questions-réponses.